call Honorable Béranger. Selon les rapports des Nations Unies pour les SIDS en Wait. 2017... You address the chair. If you want to continue your speech, you address the chair. Monsieur le Président, selon le rapport des Nations Unies pour les SIDS en 2017, Maurice sera en situation de stress hydrique dès l'an prochain. Alors qu'une étude financée, entre autres, par le Food Agricultural Organization avait été publiée depuis 2016 par le prédécesseur du ministre et avait identifié 8 mesures prioritaires pour une gestion intégrée des ressources en eau, ce n'est que 8 ans plus tard que le gouvernement vient de l'avant avec un projet de loi qui semble, je dis bien semble, vouloir s'illustrer comme étant un premier pas dans cette direction. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il est primordial pour un petit État insulaire en développement qui fait face à des pénuries d'eau régulièrement, qui a une population plutôt dense et qui repose beaucoup sur l'utilisation d'eau souterraine, de protéger ces ressources en eau de la contamination d'eau de mer, de la pollution. Et il est primordial de savoir gérer cette ressource précieuse, y compris à travers une loi cadre solide préparée en consultation avec toutes les parties prenantes. Mais encore une fois, ce gouvernement MSM est fidèle à lui-même et à sa pratique et prend les décisions unilatéralement. Je peux vous assurer que beaucoup des petits planteurs de la circonscription numéro 16 sont en colère de ne pas avoir été consultés et sont inquiets. Et il y a de quoi, en effet, être inquiet lorsqu'on voit les pouvoirs accordés au ministre dans ce projet de loi. Au-delà de l'absence de consultation, tout au long de ce projet de loi, la démocratie est encore une fois attaquée. Et c'est ce que je vais développer. À commencer par les pouvoirs beaucoup trop étendus du ministre. Il y a clairement un problème de séparation des pouvoirs et d'exagération. Le ministre aura le dernier mot pour décider d'accorder un permis pour l'utilisation de l'eau, des rivières, des canaux, des boreholes, des nappes phréatiques, ou de ne pas en accorder. Pourra décider du volume d'eau qui sera permis d'utiliser. Il pourra décider des tarifs à payer pour les droits d'utilisation de l'eau. Il pourra modifier unilatéralement les termes des conditions de permis et sans aucune compensation. Il pourra imposer n'importe quelle condition, restriction ou limitation, ou même temporairement enlever un permis d'utiliser l'eau, ou encore il pourra obliger un utilisateur à avoir recours aux sources alternatives, il pourra initier une acquisition obligatoire d'un terrain, exempter n'importe qui du paiement d'une redevance, c'est-à-dire il pourra décider que telle ou telle personne ne paiera pas de fees, mais surtout, c'est le ministre qui a le pouvoir d'exempter un utilisateur ou une utilisatrice de permis d'utilisation de l'eau à travers la section 32. Cette section pourrait se passer de commentaires tant elle est explicite et représentative de l'esprit de ce gouvernement, le pouvoir absolu. Sous couvert d'intérêt public, le ministre peut donc exempter de permis sans aucune justification. Sans aucun complexe, sans aucune gêne, le gouvernement vient ici montrer à quel point il n'en a que faire de la perception d'abus et de favoritisme. Chaque semaine, l'opposition vient dévoiler les noms de ceux et celles qui gravitent autour du MSM et qui bénéficient d'avantages et de faveurs de la part du gouvernement. C'est donc sans surprise que l'on verra ici encore je ne sais quelle cousine, beau-frère, ami d'enfance bénéficier d'exemptions de permis pour utiliser l'eau, une ressource qui nous appartient pourtant à tous. Et à l'inverse de pouvoir exempter n'importe qui de permis pour utiliser l'eau sous prétexte d'intérêt public, à l'inverse, c'est dans l'intérêt public que le ministre devrait avoir l'obligation de venir justifier pourquoi il permet une exemption. Mais ce n'est pas le cas. Pour autant, le ministre est redevable envers le peuple. Il y a aussi dans cette partie 2, à la section 7J, le pouvoir qui permet au ministre de prendre n'importe quelle autre action ou décision lui permettant d'assumer ses responsabilités. Ce sont là des provisions qui défient toute logique et ouvrent la porte à tous les abus. Il faut impérativement des garde-fous. Mettre autant de pouvoir dans la main d'un politique
pour gérer nos ressources en eau, l'eau de nos rivières, nos eaux souterraines, l'eau de nos réservoirs, qui appartiennent à tous, je le redis, qui sont un bien public, mettre autant de pouvoir dans la main d'un politique est dangereux. Ce sont beaucoup trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Ce n'est démocratiquement pas correct que ces décisions reviennent à un ou une membre de l'exécutif, puisqu'elles peuvent faire l'objet de pression, elles peuvent faire l'objet de considérations partisanes et aboutir à une situation injuste. Et il y a évidemment de quoi s'inquiéter quand on connaît les pratiques revanchardes de ce gouvernement envers tous ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec leur politique. À travers le monde, l'allocation de permis pour l'utilisation de l'eau repose sur une agence régulatrice et non pas sur ceux et celles qui prennent les décisions. Donc cela devrait être le cas ici aussi pour le bon fonctionnement de la démocratie. Ou à la limite, inclure la Cour suprême comme garde-fou. Ce n'est pas pour rien que dès 1863, la Canals and Rivers Act mettait entre les mains de la Cour suprême la décision d'accorder ou non le droit d'extraire de l'eau des rivières et des ruisseaux, ou bien de dévier l'eau des rivières et des ruisseaux. Et d'ailleurs, le jugement du Privy Council le dit bien dans l'affaire Shell versus CWA. Le Privy Council le dit que c'est uniquement la Cour suprême qui peut accorder le droit d'extraire de l'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. J'arrive à ma deuxième partie concernant la création des nouvelles entités. On voit donc à la section 9 la création d'une commission. Les super pouvoirs du ministre seront souvent exercés sur recommandation de ladite commission, mais qui n'en est pas une puisqu'elle n'est composée en réalité que d'un directeur. Le directeur peut désigner un public officer, et ça aussi lequel, on ne sait pas. Mais il n'y a aucune obligation et le directeur peut rester tout seul. Donc ce n'est pas une commission en réalité, c'est un département, c'est un nouveau département. Une commission composée donc d'une seule personne et pourtant on voit attribuer à la dite commission une large palette de fonctions, mais rien sur les critères requis pour occuper ce poste de directeur, rien sur l'expérience nécessaire, alors que c'est lui qui est supposé conseiller le ministre. La gestion de nos ressources en eau était déjà catastrophique, elle a empiré ces 10 dernières années et ça risque de continuer puisque l'on risque de se retrouver encore avec des personnes qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour gérer nos ressources en eau. Le directeur peut émettre des remedial notices selon la section 59, alors qu'il peut, comme je viens de le dire, n'avoir aucune expérience scientifique ni aucun bagage en ingénierie. Donc, sur quel reasonable ground pourra-t-il se baser pour prendre une décision d'émettre un avis correctif? Ce reasonable ground pourrait être complètement infondé. Pareil pour les sections qui suivent, avec l'avis d'interdiction, etc. Et il en va de même pour les barrages. À la section 42, c'est le directeur qui sera responsable du risk assessment des barrages. Mais que vaut le risk assessment d'une personne qui pourrait n'avoir aucune expertise dans le domaine du génie civil, de la géotechnique, de l'hydraulique ou même de la construction? On ne parle pas là des barrages construits par des castors, on parle des barrages, des structures telles que le Bagatelle Dam, une structure qui pourrait mettre des vies en péril si elle devait dysfonctionner ou pire, si elle devait céder. Donc, il est absolument nécessaire de préciser quelles sont les qualifications nécessaires et quelle est l'expérience nécessaire de ce directeur. À côté de cette soi-disant commission, ce projet de loi vient aussi créer un comité technique à travers la section 19 qui, lui aussi, fera des recommandations au ministre. Et j'en arrive à ma troisième partie concernant le manque de clarté. Comme je le disais juste avant, un manque de transparence, il y a un manque de transparence à plusieurs niveaux dans ce projet de loi, y compris sur les méthodes utilisées par le comité pour arriver à une recommandation, ce qui peut à nouveau ouvrir la porte aux abus. Il faut absolument établir des lignes directrices concernant les critères sur lesquels se baseront
la décision d'accorder ou pas un PMI pour l'utilisation de l'eau. Et de toute façon, pour un travail plus efficient, il faudrait que les applicants puissent comprendre quels sont les besoins du comité, puissent connaître les critères sur lesquels se baseront le comité pour évaluer une application. Je regardais comment ça se faisait dans les autres pays et je vois que même en Éthiopie, le Water Resources Management définit clairement et publiquement les types de documents dont il a besoin pour pouvoir traiter les applications, comme par exemple la localisation, l'activité pour laquelle l'eau sera utilisée, le volume requis par mois et annuellement, la façon de l'utiliser, les études de faisabilité, etc. Mais à Maurice, on ne le définit pas. Il faut que ce soit rajouté dans la section 21. Il faut aussi que soient définies les différentes étapes que comporte la procédure d'application. Et bien évidemment, il faut un time frame. La procédure pour considérer une application prendra-t-elle 1 mois, 4 mois, 1 an? Il n'y a aucun délai pour que le comité traite l'application. Mais par contre, lui peut en imposer sur la personne qui fait l'application pour soumettre une information. Aussi, il n'y a aucune indication des tarifs. Est-ce que les tarifs seront décidés selon la relation qu'entretient l'applicant, l'applicante avec le gouvernement en place? Dans beaucoup de pays, les tarifs sont affichés en ligne et sont publics, ce qui est absolument nécessaire pour que les personnes puissent s'organiser et prévoir leur projet en fonction de ces tarifs. Et il est d'autant plus important d'être transparent sur les tarifs pour éviter toute tentation de corruption, mais aussi parce que des tarifs déraisonnables pour l'obtention des PMI pourraient impacter le prix des produits et des services, pourraient impacter le niveau de vie des Mauriciens en général, qui souffrent malheureusement déjà beaucoup trop de la cherté de la vie. Il faut aussi plus de clarté sur les temporary variation of water use permits. Est-ce que des consultations auront lieu au préalable? Qu'il s'agisse des méthodes utilisées, des délais ou des tarifs, la transparence est de mise, encore une fois, pour le bien-être de la démocratie, mais aussi pour que tout un chacun puisse s'organiser en fonction. Manque de clarté également autour du terme public interest, qui revient à plusieurs reprises à travers le projet de loi, y compris dans la section 29. Comme dit précédemment, le terme public interest est flou, n'est pas défini et a trop souvent été utilisé pour des décisions qui, en réalité, allaient à l'encontre de l'intérêt public, justement. Dans la section 29, par exemple, il faut que soit défini scientifiquement ce que représente une période d'urgence ou une période de pénurie d'eau. Comme je dis, le terme a trop souvent été utilisé à mauvais escient pour qu'il ne soulève pas d'inquiétude. Et ici, l'utilisation abusive de ce terme pour décréter un état d'urgence et limiter, altérer ou retirer un permis d'utilisation d'eau pourrait conduire à une situation catastrophique pour de nombreuses familles mauriciennes. Donc ici encore, plus de clarté et de précision concernant ce qui pourrait définir une situation d'urgence ou d'intérêt public sont indispensables. Pareil pour la notion de buffer zone à la section 33. Pas de clarté, pas de définition technique de ce qu'est un buffer zone. Pareil pour ce qui constitue un sérieux risque ou un risque imminent à la section 61 pour pouvoir émettre un prohibition notice. Il y a aussi un manque de clarté sur ce qui définit une eau polluée. La section 68D fait mention de l'eau polluée, mais il n'existe de définition nulle part. Inclure une définition de l'eau polluée est d'autant plus importante parce que décharger une eau polluée est une infraction à la loi. Donc comment est-ce que sera appliquée une sanction s'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est l'infraction? J'arrive à ma quatrième partie concernant le dessalement. À la section 35, la Commission sera responsable de promouvoir et réguler le développement de l'utilisation des sources alternatives d'eau. Mais étonnamment, ici, dans la loi, du moins, n'est concerné que le dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre, que l'on voit apparaître à 9 reprises dans le projet de loi. Le dessalement est une méthode très coûteuse, terriblement gourmande en énergie et qui peut être excessivement polluante également. D'ailleurs, rien n'est défini ici quant au traitement des rejets polluants, ni comment cette eau désalinisée sera remise sur le réseau de la CWA. Le dessalement est une option et une alternative
d'adaptation au changement climatique qui ne devrait être adopté uniquement lorsque les autres possibilités durables ont été exploitées, et en priorité celle de diminuer la quantité de non-revenue water et celle d'utiliser l'eau rationnellement. Mais pour que le gouvernement puisse prôner une utilisation rationnelle de l'eau, il doit d'abord pouvoir assurer une fourniture efficace de celle-ci. Et là, il faut rappeler que nous avons encore plus de 1000 km de tuyaux défectueux qui causent la perte de 60% de l'eau qui sort de nos réservoirs. Ce chiffre, et malgré un directeur qui est aussi le conseiller du Premier ministre, n'a jamais diminué depuis ces 10 dernières années, depuis que le MSM est au pouvoir. Si les bonnes personnes étaient nommées aux bons endroits, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Mais non, le MSM préfère mettre des nominés politiques sans aucune expérience dans le domaine, responsables des institutions, et c'est comme cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet de loi qui doit venir créer une soi-disant commission, mais qui est en réalité un département composé d'une seule personne, pour tenter de faire le travail que le directeur de la CWA ne fait pas. Et j'en arrive d'ailleurs aux amendements conséquents et qui concernent la CWA. Si on se fie à la section 80, la CWA se voit retirer plusieurs responsabilités. Pourquoi ? Pourquoi la nécessité de créer un nouveau département, en l'occurrence une soi-disant commission, pour lui prendre ses responsabilités, certaines de ses responsabilités en tout cas? C'est clairement un aveu d'échec. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les irrégularités dénoncées par l'Internal Audit, qui a dû soumettre sa démission et qui a entraîné l'institution d'un comité d'enquête. Et c'est à cause de cette même mauvaise gestion que la CWA n'a jamais été en mesure de fournir de l'eau 24/7 comme promis par le gouvernement MSM depuis 2014. Je ne vois pas d'autre interprétation ici. You should concentrate your speech on the bill. The provision of water by the CWA is not the subject matter of the bill. It is only the amendments. If you have something to say on the amendments, you can say it, or else the CWA is something else. Je ne vois nulle autre interprétation pour venir expliquer qu'à travers cette section 80, beaucoup des responsabilités qui étaient attribuées à la CWA sont en train ici d'être enlevées. Je ne vois aucune autre explication qu'un aveu d'échec et le fait que la CWA n'a jamais été en mesure d'appliquer les promesses faites par le MSM. Depuis 2014 d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que le Premier ministre disait lui-même qu'il est inacceptable que l'eau ne coule pas 24/7. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Il revoit la définition et prétend que 24/7 pas veut dire ou gagne de l'eau depuis grand matin jusqu'à tantôt. Veut dire il arrive jusqu'à tout. Donc, ça veut dire que même si l'eau coule 1 minute toutes les 12 heures, pour le Premier ministre, ça signifie avoir de l'eau 24/7. Yeah, I will stop you. This is the last warning. You are defying my authority. If you have nothing to say on the bill, then I'll stop. You have no speech. Your speech should be on the bill. Comme je le disais, les définitions manquent de clarté dans ce projet de loi, mais si nous n'arrivons même pas à tomber d'accord sur une définition aussi basique de ce que représente avoir de l'eau 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, je crois qu'on n'arrivera jamais à tomber d'accord sur les autres définitions qui sont soit pas claires, soit complètement manquantes dans ce projet de loi. Je suis aussi très intriguée par l'abrogation des sections 92, 93, 94, 96 de la Canals and Rivers Act et qui concerne le normal flow des rivières et canaux. Y compris est abrogée l'obligation de garder un record de ce normal flow. De manière logique, je me demande alors comment seront accordés les permis pour utiliser l'eau d'une rivière ou d'un canal. Comment ce sera déterminé qu'un ou qu'une applicante pour un permis utilisera un volume trop important s'il n'y a aucune trace de ce qu'est un normal flow d'une rivière. Aussi et plus important, à la lumière de toutes les lacunes et les risques mentionnés précédemment, le plus grave est qu'il n'y a
plus de possibilité de faire appel. Sous le Groundwater Act de 1969, plus précisément l'article 8, les applicants pouvaient faire appel à la Cour suprême si la CWA rejetait la demande d'utiliser l'eau souterraine, ce qui permettait un certain contrôle du pouvoir judiciaire sur les décisions administratives qui pourraient être injustes, illégales ou autres. Mais ce droit de faire appel disparaît sous cette nouvelle loi. On le voit clairement sous la section 24B. On voit que le ministre peut rejeter la demande de permis sans aucune possibilité pour l'applicant ou l'applicante de faire appel de cette décision. Et pas seulement en cas de rejet de demande de permis. Si un utilisateur voit son permis modifié, retiré, il n'y a plus ici de possibilité de faire appel de cette décision. Par contre, à la section 54 est prévu le droit de loger une plainte en Cour suprême, mais uniquement si un droit constitutionnel est lésé. Donc non seulement ce gouvernement reconnaît d'ores et déjà que ce projet de loi est anticonstitutionnel, puisque comme l'a rappelé mon collègue Reza, la section 8C de la Constitution n'est pas respectée, mais cette démarche restreint significativement la marge de manœuvre du judiciaire et limite les possibilités de demander réparation. Try to conclude. En limitant la possibilité de faire appel des décisions administratives, ce projet de loi provoque une concentration de pouvoir entre les mains de ceux responsables de la gestion des ressources en eau, ce qui favorise l'opacité et contraire à l'esprit de la démocratie. Avoir recours à la Cour suprême est une procédure lourde et coûteuse. Donc, c'est un problème pour la majorité de la population. En conclusion, ce projet de loi a toute son importance, mais je pense qu'il est présenté devant la Chambre aujourd'hui pour les mauvaises raisons. Il semblerait que le ministère ait perdu le contrôle sur la CWA et son general manager. Dans ce cas... Now you are going... The time is over already. I'm allowing you a few minutes, but now I could... Honorable Ramiad, you take the floor. No, your time is over, and you're going outside the bill. You speak...